Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, marketing et agro-industrie, deux thèmes au cœur du forum sur la transformation de l'agriculture africaine à Dakar au Sénégal. Cette importante rencontre continentale dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu mercredi connaît la participation des quelques membres du gouvernement de la RDC. Après Kinshasa, Sarah Sawel est à l'étape de Beni, dans le Nord Kivu. La sous-secrétaire d'État américain à la sécurité civile séjourne dans cette région pour paper du doigt les réalités sécuritaires. L'ONU souffle ce samedi 24 octobre 2015 sur ses 70 bougies, symbole des 70 ans depuis sa création. L'événement a été célébré anticipativement ce vendredi à Kinshasa, capitale de la RDC. À l'occasion, la relation ONU-RDC a été passée en revue. Merci de nous rejoindre. 70 ans de l'Organisation des Nations Unies. L'événement a vécu ce vendredi à Kinshasa. La RDC, pays membre de l'ONU, compte le plus grand nombre de fonctionnaires des Nations Unies dans le monde, avec plus de 20 000 civils comme militaires œuvrant pour la stabilisation de la RDC. Des chiffres rappelés lors de cette célébration. Christian Elongo. Nonobstant les averses de cet avant-midi dans la ville-province de Kinshasa, la représentation de l'ONU en RDC a célébré ce vendredi le 70e anniversaire de la création de l'ONU. Une cérémonie qui a débuté avec la lecture du message de Ban Ki-moon par Mamadou Diallo, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le monde fait face à de nombreuses crises et l'action internationale collective a malheureusement ses limites. Néanmoins, aucun pays ni organisme ne peut seul relever les défis d'aujourd'hui. Les valeurs intemporelles de la Charte des Nations Unies doivent continuer de nous guider. Notre objectif commun, c'est d'unir nos forces pour servir nous, les peuples du monde. L'ONU et la RDC, une relation qui dure depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. En ces jours, plus de 20 000 hommes et femmes travaillent en RDC sous la bannière de l'ONU. Le renforcement de cette coopération s'avère donc nécessaire. Plus que jamais, notre mission est celle d'aider les autorités congolaises à stabiliser la RDC. C'est la mission que nous a confiée à la communauté internationale. Soutenir l'effort du gouvernement congolais sur tous les plans. Depuis mon arrivée ici en RDC il y a quelques mois, je me suis rendu dans plusieurs localités de la RDC, de Shabunda à Kamongo, à Veba, jusqu'à Dungu et Kotakoli. Les résultats de notre étroite collaboration sur le terrain sont clairs. C'est l'heure maintenant de renforcer cette collaboration pour une paix et une stabilité durable en la RDC. 70 ans après sa création, les Nations Unies font aujourd'hui face à d'autres défis pour la sécurisation de la planète. Si lors de sa création, l'Organisation des Nations Unies était consacrée à la promotion de la paix entre les nations en évitant la survenance des guerres entre États, depuis lors, les menaces auxquelles le monde est confronté sont d'une autre nature. Maintenant, la paix n'est plus nécessairement menacée par des États, mais par des hordes barbares d'un type nouveau qui créent désolation, destruction, exode de peuples à travers le monde. J'ai cité les terroristes et leur terrorisme qui ne respectent aucun code, aucune réglementation internationale, aucune vie humaine. Le 24 octobre est célébré comme journée de l'ONU dans 193 États membres qui composent cette organisation, et cela depuis 1948. Et pendant ces temps, les États-Unis d'Amérique, qui sont également membres des Nations Unies, promettent de soutenir les forces de l'ONU en RDC. La promesse est de la sous-secrétaire d'État américain à la sécurité civile et aux droits de l'homme, Sarah Sawel, est arrivée ce vendredi à Beni, dans le Nord Kivu, accompagnée d'une forte délégation des officiels américains. Erika Smissi pour la correspondance. Selon le Bureau de l'information publique de la MONUSCO Beni,
Sarah Sawel a rencontré le maire de Beni, président du comité urbain de sécurité, le responsable de la MONUSCO et les commandants du secteur opérationnel Grand Nord et Soukoula 1. D'après les mêmes sources, elle a témoigné son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces de la MONUSCO dans la lutte contre l'insécurité caractérisée par des tueries et massacres des civils dans la zone. Avant de quitter cette région ensanglantée, elle a annoncé avoir pris acte des efforts fournis par la MONUSCO aux côtés des forces et services de sécurité. Elle a par ailleurs ému le vœu de voir la reprise de la coopération entre les forces de la MONUSCO et les FARDC en vue de pacifier la région à travers la brigade d'intervention. Elle est arrivée accompagnée de plusieurs officiels américains dans le cadre de pouvoir renforcer davantage la collaboration entre les États-Unis et la RDC. La délégation envisageait prendre langue avec les composantes de la société civile afin de trouver leur appréhension sur la situation sécuritaire, mais la rencontre n'a pas pu avoir lieu pour des raisons inconnues. La délégation est arrivée à Beni pendant que toutes les couches ne jurent que par la mise en déroute totale de la nébuleuse ADEF, qui n'a que fait endeuiller la région de Beni d'une manière successive une année durant. L'actualité, c'est aussi l'ouverture à Dakar, au Sénégal, du forum sur la transformation de l'agriculture africaine. La RDC prend part à ces assises dont les thèmes tournent autour du marketing et de l'agro-industrie. Plus d'explications dans ce reportage. L'agro-industriel, un domaine présenté comme l'un des secteurs dans lequel réside l'avenir radieux de la RDC et de toute l'Afrique. Ce forum de Dakar sur la transformation de l'agriculture africaine offre l'occasion à chaque pays participant de vendre une image positive pour attirer plus d'investissements dans le secteur agricole. Conduite par le chef du gouvernement, la délégation congolaise n'a pas manqué de présenter les avancées enregistrées par la RDC. Exercice auquel s'est livré également le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Nous venons de mettre en place, d'ici mi-juin 2016, notre usine de production des intrants agricoles sera opérationnelle pour diminuer les coûts de production. Les coopératives agricoles fonctionnent dans un système de partenariat public-privé où l'État congolais ne prend que 20% dans ce genre de participation. C'est ainsi que dans ce genre de forum, nous demandons à la BAD qu'il soit notre partenaire pour appuyer ce partenariat public-privé afin que nous puissions augmenter la production et satisfaire notre marché intérieur. Des assises de 3 jours qui permettront de dégager les points forts et faibles en vue de relever le défi lié non seulement à la sous-alimentation, mais aussi à l'émergence du continent. Écho de partis politiques, le nouveau secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie poursuit avec ses activités de redynamisation du parti. Henri Mova Sakani est à l'étape de Kalemi dans l'ex-Katanga. Bien avant cette ville, Henri Mova a présidé à Lubumbashi la cérémonie des remises de cartes biométriques. Notables, fédéraux, membres du gouvernement provincial, personne n'a voulu passer à côté de cette opération d'identification de membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Une opportunité offerte à tous les militantes et militants du Grand Katanga pour non seulement confirmer leur soutien à l'autorité morale du parti, mais aussi exprimer la fierté d'appartenir à la vision péperdienne. Pour prêcher par l'exemple, le secrétaire exécutif fédéral a donné le temps en se faisant capturer en premier. Ensuite est venu le tour de l'ancien gouverneur du Katanga, Urbain Kisula, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, le ministre provincial de la Santé publique, Augustin Ilunga, puis les députés provinciaux venus de tout le coin de la province, ainsi que plusieurs autres militants. Une activité organisée sous l'impulsion du secrétaire général Henri Mova Sakani, dans le cadre de son périple de redynamisation du parti amorcé dans la province cuipifère de la République démocratique du Congo. À Goma, dans le nord Kivu. Par contre, le gouvernement provincial a lancé ce vendredi la campagne Non au viol, occasion pour la ministre provinciale du genre, Adèle Bazizane, d'appeler la population à s'approprier cette campagne pour changer l'image de la province. Patrick Salois. C'est par une sensibilisation auprès des différentes couches de la population, telles que les taximens moto et les marchands du marché central de Goma, qu'une équipe de volontaires de la structure Optimum a lancé cette campagne Non au viol. Une sensibilisation faite image d'illustration à l'appui pour dénoncer les viols.
Le message atteint la population, on voit l'engouement des gens autour de l'activité. Tout le monde s'intéresse à l'activité. Donc, le message, c'était un point essentiel. Le message atteint la cible. Dans son message en marge de ce lancements, la ministre provinciale du genre a appelé la population à s'approprier cette campagne pour changer la tendance du Nord Kivu, capitale mondiale des viols, à une province au viol zéro. Au niveau de notre province, le Nord Kivu, il existe un comité sectoriel de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre qui a permis la mise en place des mécanismes de coordination des intervenants et des interventions dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre à tous les niveaux. Fort est de constater que malgré l'engagement du gouvernement de la RDC et de l'implication de plusieurs acteurs dans la lutte contre ces fléaux, les cas de violence sont toujours rapportés jusqu'à ce jour. À titre exemplatif, nous pouvons citer en 2014, 5365 cas rapportés, dont 4365 cas d'incidents. Et les documentations sont toujours en cours pour l'année 2015. C'est pour cette raison que la province, en collaboration avec le bureau du représentant personnel du chef de l'État, en matière de violence sexuelle et de la lutte contre le recrutement des enfants au sein des groupes armés, lance les activités marquant la campagne dénommée Non au viol, briser les silences, afin de sensibiliser la population du Nord Kivu sur l'ampleur de violences sexuelles et faire de la lutte contre ces fléaux une affaire de tous. 2 numéros verts ont été donnés à la population pour la dénonciation des différents cas de viol d'un milieu à un autre, conformément à l'engagement du gouvernement congolais. Retour à Kinshasa pour parler cette fois des avantages de la contraception. La sensibilisation se poursuit, vous le savez. Nous vous proposons dans cette optique ces dossiers de la rédaction. Grossesse, naissance, croissance, ainsi va le cycle de la vie. Et pour réussir harmonieusement ces stades vitaux, il s'avère impérieux de faire une bonne planification. Domaine très important pour le bien-être d'une personne à l'âge de procréation. Ainsi, les naissances désirables autant voulues sont des atouts pour qu'aucune femme ne perde la vie lors de l'enfantement. Mais à une condition qu'elle opte après consultation pour une méthodologie parmi les moyens contraceptifs disponibles. Au centre Bongisa Libota, dans la commune de Kalamou, c'est une rencontre régulière des femmes. Elles viennent se faire consulter pour des problèmes de santé sexuelle et de la reproduction. Des consultations que fait aussi cette femme, mère de 3 enfants, qui voudrait, elle, bénéficier des avantages de la contraception. Lorsque je suis arrivée dans ce centre, on m'a demandé de faire un test de grossesse dont les résultats étaient négatifs. J'ai aussi reçu des explications sur les méthodes contraceptives. J'ai choisi l'implant pour une durée de 5 ans. Je suis mariée et mère de 3 enfants, mais l'écart entre mon 2e et 3e enfant était très court et cela m'a poussée à planifier pour me permettre de faire autre chose. Des méthodes dont la plupart sont réversibles, mais le choix d'une contraception devrait se faire au-delà des préjugés. J'ai reçu des conseils de l'infirmière sur les méthodes contraceptives. J'ai porté mon choix sur l'implant de 7 ans parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient. Le début a été pénible pour moi, mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Il faut dire qu'à un certain moment, j'ai craigné des probables effets négatifs, mais les examens d'échographie n'ont rien relevé dans ce sens. Par conséquent, je vous rassure que tout va bien. Les non-plats, c'est pour 7 ans. Donc la femme a fait avec ça 7 ans. Et aujourd'hui, elle est venue pour qu'on retire. Bon, elle voulait une autre méthode. C'est pourquoi elle veut. D'abord, elle va causer avec son mari. Et puis après, elle va... Celle que je venais de retirer, c'est 6 tiges. Les non-plats, c'est 6 tiges.
Donc ça prend quand même un peu du temps. Ça peut prendre tout au plus 30 minutes, ça va. Une bonne contraception selon la durée et le choix se fait en accord et en harmonie avec le système organique du corps de la femme. Elle fait d'abord son test, le test est négatif. Et que nous n'avons pas nous n'avons pas tenu compte du jour qu'elle a eu le rapport sexuel. Tout ça, ça compte. Or, le rapport sexuel, le test de grossesse, s'il faut le faire et avoir un très bon résultat, il faut attendre au moins tout au plus 2 semaines après le rapport sexuel. C'est à ce moment-là vous avez un bon résultat. Mais s'il s'avère que la femme, elle peut être aussi muette sans pour autant nous dire qu'elle a eu des rapports sexuels, et nous faisons notre test et que le test est négatif, et nous insérons l'implant, vous remarquerez la femme revenir après, non, je n'ai pas vu de règles. Quand une femme vous dit qu'elle n'a pas eu ses règles, il est censé de faire encore le test des grossesses. Nous faisons le test des grossesses, à ces moments-là, vous remarquerez que la femme est enceinte. La planification familiale demeure un indicateur efficace de la sexualité responsable. Il est donc conseillé aux femmes d'approcher les services de planning familial afin de bénéficier des informations et conseils utiles pour une bonne prise en charge. En l'environnement, la coalition de femmes leaders et le développement durable pour la sauvegarde de l'environnement se propose de sensibiliser les femmes rurales et paysannes sur des questions des changements climatiques. Une initiative qui devra permettre également à la coalition des femmes de palper du doigt les réalités de la femme rurale. Elles sont toutes membres de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Unies comme une seule femme, ces passionnées de l'environnement se disent déterminées à donner le meilleur d'elles en vue de la sauvegarde environnementale. Cette vision se décline par la formation des formatrices qui comptent dupliquer les notions acquises auprès des femmes rurales et paysannes. Le processus RED+, tendant vers sa phase d'investissement. Nous attendons qu'on ait des femmes capables formatrices qui vont maintenant le dupliquer. C'est ça les résultats attendus, qui va dupliquer les matières apprises de sauvegarde environnementale sur le terrain. Parce que maintenant, là, nous tendons vers la mise en place des phases d'investissement de la RED+ au pays. Et alors, ces phases-là demandent qu'on connaisse des séances de formation, de sensibilisation, d'éducation et de changement de comportement. Et pour ça, ça demande qu'il y ait un groupe de femmes sur le terrain maintenant pour aller maintenant dupliquer les matières qu'on va apprendre ici. Ces femmes de terrain pourront, après partage d'expériences et connaissances, faire face au changement climatique et jouer convenablement leur rôle. Avec le changement climatique et avec ce phénomène, nous devons maintenant adapter notre façon de cultiver. Donc nous devons améliorer notre façon de cultiver en apprenant de nouvelles méthodes d'agriculture durable. Et cette femme rurale, comme c'est la femme nourricière de nos foyers, elle doit aussi apprendre. Et là, ce rôle-là d'apprendre, son rôle est très capital de jouer, d'apprendre les nouvelles méthodes d'agriculture pour continuer son travail du quotidien. C'est un processus déclenché. Déterminées, ces femmes annoncent étendre la vision en vue de gagner Paris. Et parmi les partenaires, nous citons le Fonds mondial pour la nature et la coordination nationale RED. Restons dans ce secteur de l'environnement pour parler de la campagne des salubrités Salongo à Maluku. Et ce sera avec Yvi Asimbo, directeur général Port Maman Zouzou. Il est l'invité du journal. Bienvenue dans l'invité du journal. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Yvi Asimbo. Il est directeur général du port Mama Zouzou à Maluku. Bienvenue Monsieur Asimbo. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de Bisso. Vous avez demandé à ce que Bisso se passe cette fois-ci à Maluku. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, la motivation est claire. C'est juste parce que nous avons vu dans d'autres communes, telles que la commune de Ngalema précisément, dans le quartier d'Elvo, Météo, nous avons vu comment est-ce que nos amis de cette commune ont eu à faire de la salubrité dans leur commune. Et ça nous a aussi poussé à demander à ce que Bisso, la structure de B1, puisse venir aussi à Maluku pour pouvoir faire la même chose. Et pourquoi vous avez choisi seulement Maluku et pas d'autres communes? Non, mais Maluku, parce que moi-même je suis de Maluku et je voudrais apporter cette nouvelle ère dont l'ambassadeur a initié par rapport à cette salubrité. Et
voilà pourquoi nous avons choisi la commune Maluku. Et le grand marché de Bukangalonzo est en pleine construction à Maluku. Peut-on dire que Maluku, c'est une commune qui attire beaucoup d'investissements? Oui, ça c'est vrai, parce que bientôt Maluku ne sera plus le Maluku du passé, parce que, mis à part le grand marché de Bukangalonzo, il y a le pont qui va relier Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, un pont économique aussi. Et puis, il y a beaucoup d'éventuels, comment ils appellent, des personnes qui veulent venir investir à Maluku, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts à Maluku, et cela attire beaucoup d'investisseurs. C'est même 85% d'espaces verts. Exact, oui. Exact. Il y a beaucoup d'espaces verts par rapport à la population. Et cette activité qui va se passer à Maluku, ça sera une première ou il y a déjà eu ce genre d'activité à Maluku? Bon, le Bopeto, ça sera une première. Une première à Maluku, et nous voudrions que ça ne soit pas une dernière aussi. Nous voudrions pérenniser cela. Nous allons commencer dès demain, et puis cela va rester incrusté dans le mental des habitants de Maluku. Nous allons commencer à le faire chaque samedi. Pourquoi pas, si nous avons l'occasion de le faire souvent, nous allons Il faut le faire cela. souvent parce que c'est vraiment l'initiative de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui veut que cette action soit pérenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer que cette action sera réellement pérenne à Maluku? Oui, et ça vraiment nous vous rassurons, parce que la partie dont nous allons faire le Bopeto demain, ce n'est qu'une infime partie par rapport à la grandeur de Maluku, parce que comme vous le savez, Maluku est parmi les grandes communes de la ville de Kinshasa. Donc la partie que nous allons travailler demain, ça sera juste une petite partie, mais nous allons encore essayer d'entrer en profondeur, aller vers Menkao, Mbakana, et tout ça, ce sont des quartiers de Maluku aussi. Et parlons de l'activité de demain. Quel sera le point de départ? Comment ça va se passer sur le terrain? Le point de départ est prévu pour demain à 7h, à partir de Kitambo Magasin. Il y aura un bus Transco qui va nous acheminer de Kitambo Magasin jusqu'à Maluku. Nous allons arriver probablement vers 8h30, et de là, nous allons directement commencer avec notre Bopeto jusqu'à pratiquement 11h, heure à laquelle le salon va se terminer, et puis nous allons nous acheminer au point de chute au port, là où je suis directeur général, là où nous allons accueillir la famille. Port Mama Zouzou. D'ailleurs, en passant, je lui dis un bonjour. Et comment ça va se passer sur place? Est-ce que ça sera seulement nous de Bissau qui allons travailler, ou nous nous ferons aider par les gens de Maluku? Non, nous serons aidés par les gens de Maluku, parce que d'abord, nous-mêmes, habitants de Maluku, c'est nous-mêmes d'abord qui devons montrer l'exemple, parce que après-demain, il n'y aura pas les amis de Bissau et de Biwan qui seront chaque samedi avec nous. C'est nous-mêmes qui serons là sur place pour pouvoir travailler. C'est même ça la vision de Bissau. Voilà. Parce que nous voulons que la vision de Bissau puisse rester à Maluku. Parce qu'avec cette initiative de l'ambassadeur, cela va donner de l'impulsion aux jeunes gens, aux jeunes mamans, aux jeunes filles, de pouvoir venir chacun avec son balai pour venir rendre la commune plus propre. Merci beaucoup, Monsieur Yvi Asimbo. Je vous rappelle que nous avons reçu Monsieur Yvi Asimbo. Il est directeur général du port Mama Zouzou dans la commune de Maluku, où va se passer Bissau demain. C'était l'invité du journal. Merci de l'avoir suivi. Décidément, la vision Bissau fait des émules. On va poursuivre avec ce journal un jeu des hasards assuré de très belles manières. Un compatriote, ces citoyens congolais, a amassé une importante somme d'argent lors du tirage du Super 4 Jackpot organisé par la société Premier Game le 21 octobre dernier. Félicitations, M. Bachim. La joie sur le visage de cet homme, aventurier d'un jour devenu gagnant du jour. Ce conducteur de véhicule rafle la mise de 13 millions de francs congolais du super jackpot à ce tirage après avoir parié sur 4 chiffres à 300 francs congolais. J'ai joué, le résultat était en ma faveur, j'ai gagné 13 millions de francs congolais.
C'est un jeu. Je me suis concentré une fois, j'ai joué une fois et je l'ai gagné. Le nouveau millionnaire en francs congolais tient à tirer davantage profit de son butin. Avec cette moisson, il rêve désormais de s'offrir une carrière d'entrepreneur. Grâce à la société de loterie Premier Gamme, plusieurs Congolais, à l'instar de ce conducteur, peuvent voir leur vie basculer en un clin d'œil. Et puis, ces résultats de la 7e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le FC Renaissance a enregistré cet avant-midi sa première défaite de la saison. C'était face à l'AC Sodigraph, score final 1-2. Il faut signaler que les poulains de l'évêque Pascal Moukouna ont manqué un penalty lors de cette rencontre. Autre résultat, c'est celui de l'OCK qui a battu dans le cadre de ce même championnat Impact sur la marque d'1-0. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.